Alors aujourd'hui, on va plonger dans le fascinant monde des patterns et figures chartistes. Vous vous demandez sûrement pourquoi parfois ces figures fonctionnent et d'autres fois non. Comment elles se forment et surtout comment on peut les utiliser pour mieux comprendre les mouvements du marché. Alors je ne vais pas vous faire une liste de tous les patterns qui existent, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Mon but ici, c'est plutôt de vous expliquer leur fonctionnement afin que vous puissiez mieux comprendre leur utilité. En revanche, si cela vous intéresse d'en savoir plus et d'avoir accès à une longue liste de patterns et à toutes les informations essentielles à leur sujet, eh bien je vous invite à vous abonner à ma newsletter parce que vous serez ainsi prévenu de la sortie de mon prochain livre, Le petit guide des chandeliers japonais et figures chartistes. Comme pour mes autres ouvrages, eh bien vous y trouverez des bonus en ligne avec des tutoriels vidéo et des études de cas pour mieux approfondir les sujets. Ok, voilà, maintenant que ça c'est dit, revenons à notre sujet du jour, le price action, c'est-à-dire l'étude de la structure des prix que l'on observe grâce aux chandeliers japonais, mais en lumière des patterns ou figures chartistes. Ces figures sont des formes qui apparaissent dans cette structure et lorsque l'on comprend bien comment elles se développent, eh bien elles peuvent nous aider à anticiper certains mouvements des prix. Attention, il ne s'agit pas d'une stratégie en soi, mais plutôt d'indices qui nous donnent des informations précieuses sur l'état du marché et qui nous permettent de repérer des bons points d'entrée et de sortie. Pour le swing trading et le holding, ces patterns doivent, bien évidemment, être combinés avec des analyses fondamentales, des indicateurs techniques et des données cycliques. Les patterns chartistes ne remplacent pas ces outils, ils viennent les confirmer ou parfois les invalider. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre la notion de support et de résistance. Un support, eh bien, c'est une zone de prix qui agit comme un plancher pour le marché. Lorsque le prix atteint cette zone, il a tendance à rebondir à la hausse, soutenant ainsi le prix. À l'inverse, une résistance, eh bien, fonctionne comme un plafond qui empêche le prix d'aller plus haut. Lorsqu'il atteint cette zone, le prix a tendance à rebondir à la baisse. Si une résistance est franchie à la hausse et que la nouvelle zone de prix est confirmée, c'est-à-dire que le prix ne redescend plus en dessous, alors cette ancienne résistance devient un support. De même, si un support est cassé à la baisse et que le prix ne revient plus au-dessus, eh bien cette zone se transforme alors en résistance. Le prix évolue en permanence entre des niveaux de support et des niveaux de résistance. Quand l'un de ces niveaux est franchi, le prix continue généralement sa trajectoire vers le prochain support ou résistance. Ces niveaux peuvent être déterminés par plusieurs facteurs. Une ligne de tendance, un prix psychologique, un niveau de retracement de Fibonacci, etc. Il existe plein de supports et de résistances différents. Alors maintenant que vous avez bien compris cette notion, passons au pattern. Comme nous l'avons vu, le prix évolue constamment entre des niveaux de support et de résistance. La manière dont il se déplace dans ces zones peut parfois former des patterns spécifiques. Donc voici quelques exemples de figures. Dans ces exemples, deux éléments ressortent clairement. D'une part, le prix évolue entre un support et une résistance, et que ces niveaux soient horizontaux ou inclinés, ils demeurent des zones sensibles où le prix réagit de manière similaire. Et d'autre part, eh bien, ces mouvements forment des figures géométriques facilement reconnaissables. C'est ce qu'on appelle les figures chartistes ou les patterns. Alors, approchons-nous maintenant pour examiner un pattern de plus près. Pour cet exemple, eh bien, on va prendre une figure simple à identifier et qui est assez courante en plus, le double top ou les figures en M. On peut facilement repérer un M en haut d'une structure de prix, ce qui correspond à un double top. Cela signifie en fait que le prix a formé deux sommets proches du même niveau, évoluant entre un support et une résistance similaire. Les marchés financiers évoluent grâce à l'interaction constante entre les acheteurs et les vendeurs, qui se battent pour prendre le contrôle. C'est précisément ce combat qui dessine des patterns sur le graphique. Alors analysons cette structure. On observe que dans un premier temps, les acheteurs étaient dominants, ce qui a fait monter le prix. Puis, les vendeurs ont pris le dessus, inversant la tendance, créant une sorte de mouvement en escalier. Cela s'explique par le fait qu'à ce niveau, il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. Les vendeurs ont soit estimé que le prix était surévalué, soit ils ont pris des profits, soit ils ont placé des positions short, donc des paris à la baisse. Ensuite, une fois arrivés à un certain point, les acheteurs ont repris la main,
parce qu'ils ont jugé que le prix était attractif, voire sous-évalué, et donc ils ont commencé à acheter en masse, ce qui a provoqué une nouvelle hausse. Mais au prochain niveau, ces mêmes acheteurs ont de nouveau trouvé que le prix était surévalué, et ils ont donc décidé de vendre leurs actifs. Cette dynamique se répète encore et encore. Chaque fois que le prix est considéré comme sous-évalué par les acheteurs, ils interviennent pour acheter, et vice-versa lorsqu'il est jugé trop élevé. Alors nous arrivons maintenant sur le double top. On peut remarquer une différence notable entre la dynamique précédente et celle que l'on observe maintenant. Avant, le prix suivait une sorte de mouvement en escalier avec des sommets de plus en plus hauts et des creux également de plus en plus hauts. C'est ce qu'on appelle la théorie de Do. Selon cette théorie, une tendance haussière se caractérise par des sommets et des creux de plus en plus élevés, tandis qu'une tendance baissière se manifeste par des sommets et des creux de plus en plus bas. Dans le cas du double top, on constate que le second sommet, c'est-à-dire le moment où les acheteurs ont décidé de vendre, est plus ou moins au même niveau que le premier. Cela signifie qu'une deuxième fois consécutive, ils ont jugé que cette zone de résistance, donc ce niveau de prix, était toujours surévalué. La dynamique haussière s'essouffle, ce qui se traduit par un ralentissement du marché. La tendance n'est plus aussi claire et cela peut indiquer un potentiel retournement. Le double top est une figure de retournement de tendance, ce qui signifie qu'il annonce souvent une future tendance baissière. Donc face à cette configuration, il y a deux scénarios possibles. Soit le prix rebondit à nouveau sur le support et forme d'autres figures par la suite, comme par exemple un triple top, soit le support est cassé à la baisse et le double top est validé. Le support de cette figure s'appelle la ligne de coût. Donc si cette ligne de coût est franchie à la baisse, le prix va alors atteindre un creux plus bas que le précédent, ce qui, selon la théorie de Do, signale l'entrée dans une tendance baissière. Alors pourquoi le prix pourrait-il casser cette ligne de coût ? Eh bien tout simplement parce que, comme nous l'avons vu, les acheteurs se sont manifestés lors du premier creux, estimant que le prix était encore attractif. Cependant, lorsqu'ils ont observé un ralentissement du marché et constaté que l'incertitude persistait, avec un prix toujours jugé surévalué, eh bien ces mêmes acheteurs n'ont pas souhaité réinvestir lorsque le prix est revenu toucher le niveau du support. Donc sans acheteurs, pour soutenir le marché, eh bien le prix continue de chuter. En poursuivant l'analyse de la structure, nous constatons que le marché est maintenant en tendance baissière. Les acheteurs interviennent à un nouveau niveau, suivant la même logique qu'auparavant. Ils estiment que le prix est attractif et décident d'acheter. Puis, dès qu'ils jugent que le prix est à nouveau surévalué, eh bien, ils vendent. Ce cycle se répète à l'infini au gré des fluctuations du marché. Alors, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble sur un graphique, mais avant ça, je vais vous expliquer le fonctionnement inverse prenant l'exemple d'un double bottom ou une figure en W. Alors, dans la même gamique de flux d'acheteurs et de vendeurs, eh bien, les vendeurs se délestent de leurs actifs lorsque le prix est jugé trop élevé. Puis, à un certain niveau, le prix devient attractif, considéré comme sous-évalué, et les acheteurs entrent en scène. Ce processus se répète, les acheteurs continuent d'acheter jusqu'au moment où ils estiment que le prix est de nouveau surévalué et les ventes reprennent. C'est précisément à ce moment-là que nos figures chartistes interviennent. Elles se forment lorsque le marché connaît un ralentissement et que l'incertitude s'installe, révélant des zones de consolidation ou de retournement. Ici, les acheteurs sont entrés sur le marché estimant que le prix était attractif. Puis, à ce niveau, ils ont jugé que le prix était trop élevé et ils ont commencé à vendre. Ensuite, les acheteurs sont à nouveau intervenus à ce niveau pour finalement sortir une nouvelle fois à un point qu'ils considéraient surévalué jusqu'à former le double bottom. Alors, le double bottom fonctionne de manière inverse au double top, mais la logique est exactement la même. Cette figure apparaît généralement à la fin d'une tendance baissière et signale un potentiel retournement à la hausse. Dans un double bottom, on observe deux creux qui se forment à des niveaux similaires. Ça signifie que les vendeurs ont tenté de faire baisser le prix 2 fois, mais les acheteurs sont intervenus avec force à chaque fois, estimant que le prix était sous-évalué. Le premier creux se forme lorsque le prix atteint un niveau que les acheteurs jugent intéressant et ils entrent massivement sur le marché, provoquant un rebond. Cependant, après ce premier rebond, eh bien, les vendeurs reprennent temporairement la main, poussant à nouveau le prix vers le bas.
parce qu'ils estiment que le prix est maintenant surévalué. Lorsque le prix atteint une deuxième fois le même niveau que le premier cru, les acheteurs estiment encore cette fois-ci que ce niveau est attractif et ils entrent en force, provoquant un second rebond. Ce second rebond forme la base du W et si le prix dépasse la ligne de coût, c'est-à-dire le niveau de résistance entre les deux creux, la figure est validée. Cela signale alors un retournement de tendance marquant la fin de la tendance baissière et le début d'une nouvelle dynamique haussière. En effet, selon la théorie de Dow, comme on l'a vu, nous observons désormais des sommets et des creux de plus en plus élevés, confirmant ainsi la reprise de la tendance haussière. Comme pour le double top, deux scénarios peuvent se produire. Soit le prix ne franchit pas la ligne de coût et continue d'évoluer dans la même zone, formant d'autres figures comme un triple bottom, soit la résistance est cassée, validant ainsi la figure double bottom et marquant le début d'une tendance haussière. Je vais vous expliquer deux derniers exemples avant de passer au graphique. Commençons avec l'épaule tête-épaule inversée. Vous avez ici la première épaule, la tête au milieu et enfin la deuxième épaule. Le principe reste le même. Ici, les acheteurs sont entrés sur le marché jugeant le prix attractif. Puis, à un certain niveau, ils ont estimé que le prix était trop élevé et ont commencé à vendre. Les acheteurs sont ensuite réintervenus à un autre niveau, mais une fois de plus, ils ont vendu lorsque le prix leur a semblé surévalué. Ce cycle se poursuit avec les acheteurs qui entrent à nouveau, mais cette fois-ci, ils vendent au même niveau que précédemment, créant une incertitude et donc un ralentissement du marché. Puis soudain, les acheteurs reviennent avec plus de conviction, intervenant à un niveau plus élevé que la fois précédente, parce qu'ils jugent désormais que ce prix est sous-évalué. La deuxième épaule se forme avec un point d'achat plus haut que le précédent, c'est-à-dire plus haut que la tête. Si la ligne de coût est franchie à la hausse, cela signifie que la figure est validée. Mais pourquoi cette ligne de coût pourrait-elle être franchie à la hausse ? Eh bien encore une fois, simplement parce que les vendeurs ne se manifestent pas, réalisant finalement que le prix n'est peut-être pas aussi élevé qu'ils le pensaient initialement. Donc cette absence de pression vendeuse laisse les acheteurs prendre le contrôle et pousser le prix à la hausse. On observe alors des sommets et des creux de plus en plus élevés, signalant une inversion de tendance vers une tendance haussière. Terminons les exemples avec une figure en triangle. Nous sommes dans une tendance haussière et un triangle se forme. En suivant toujours la même logique, les vendeurs estiment à ce stade que le prix est trop élevé et commencent à vendre. De leur côté, les acheteurs considèrent que c'est une bonne opportunité et décident d'acheter. Cependant, quelque chose d'intéressant se produit. Les vendeurs se manifestent plus tôt que lors de la précédente vente, jugeant que ce nouveau prix, qui est pourtant plus bas que le dernier point de vente, est déjà surévalué. Ils vendent, mais les acheteurs toujours présents continuent d'acheter au même niveau que précédemment parce que eux, ils estiment toujours que ces prix est une bonne opportunité d'achat. Malgré la pression des vendeurs, les acheteurs maintiennent leur position, rachetant chaque fois au même niveau. Pendant ce temps, les vendeurs continuent de vendre encore plus bas que la dernière fois, compressant le prix dans un espace de plus en plus restreint. Ce phénomène crée une véritable bataille, un vrai combat acharné entre les acheteurs et les vendeurs, qui se traduit par la formation d'un triangle. Le prix se resserre de plus en plus dans cette figure, jusqu'à ce que l'un des deux camps finisse inévitablement par l'emporter, parce que le prix ne peut pas rester comprimé indéfiniment. Bien que les triangles soient souvent des figures de continuation, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, le prix sort dans la même direction que celle dans laquelle il est entré, il n'y a jamais de certitude absolue. C'est pour ça que d'autres indicateurs, et surtout l'analyse fondamentale, comme par exemple l'actualité économique ou les annonces importantes, peuvent nous fournir des indices sur la direction éventuelle de sortie de ce triangle. Quoi qu'il en soit, imaginons que le prix sorte de ce triangle à la hausse. Ce qui se produira alors, comme dans les exemples précédents, c'est que les vendeurs ne chercheront plus à vendre à un niveau plus bas. Ils réaliseront que le prix n'est finalement pas aussi élevé qu'ils le pensaient et décaleront leur vente à un point plus haut. Cela crée de nouveau un sommet plus élevé avec un creux plus élevé aussi, inversant ainsi la dynamique. Nous nous retrouvons donc à nouveau dans une tendance haussière. Lorsque vous comprenez ce fonctionnement, vous réalisez qu'il n'est pas nécessaire que la figure soit parfaitement dessinée sur les graphiques. Ce qui nous importe vraiment, c'est la dynamique qui se cache derrière.
Si le double bottom n'est pas parfaitement symétrique ou si la zone de prix est légèrement décalée par rapport au premier creux, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est la logique du flux entre acheteurs et vendeurs. Donc si vous comprenez ce flux, vous comprenez ce que vous avez sous les yeux. Apprendre les figures chartistes, ce n'est pas simplement mémoriser des formes géométriques, c'est comprendre ce qui se joue en coulisses. C'est un peu comme les tasses magiques qu'on avait quand on était petit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'adorais jouer avec ça. À température ambiante, rien ne se passe, mais dès qu'on verse du liquide chaud ou froid, eh bien il y a un dessin qui apparaît sur la tasse pour nous indiquer la température. Eh bien les patterns chartistes fonctionnent de la même manière. Ils se forment pour nous indiquer si la température du marché a changé ou non. Alors, voyons maintenant tout ça sur un graphique, parce que sur un schéma, tout semble facile et clair, mais sur un graphique réel, c'est pas aussi évident. Donc prenons cet exemple de double top. Il n'est pas parfaitement dessiné. La seconde jambe ne ressemble à rien, elle est ni droite, ni lisse, elle ne casse pas la ligne de coup tout de suite, bref, ça ressemble absolument pas à un M. On voit bien que le prix stagne avant de franchir la ligne de coup, donc ça invalide même plus ou moins la figure en M, j'ai envie de dire. Donc on voit qu'il y a une hésitation. Les acheteurs sont intervenus en cours de route et ils ont essayé de faire repartir le prix à la hausse, mais cependant, eh bien, ça n'a pas réussi. Ça a juste créé une période d'incertitude parce que finalement, ils ont vendu plus tôt que prévu, causant un sommet plus bas que le précédent et indiquant ainsi un possible retournement. La ligne de coup a été franchie plus tard, confirmant l'inversion de la tendance. Donc si vous ne comprenez pas la logique qui sous-tend les patterns, eh bien vous n'auriez pas pu identifier ce double top parce qu'il ne correspond pas parfaitement aux normes qu'on décrit lorsqu'on parle d'un double top. Ce qu'il y a dans les manuels, c'est très bien, mais on ne vous explique pas la théorie au plus profond. Moi, c'est ce que je fais, là, je suis en train de vous expliquer la théorie au plus profond. Donc, si votre figure chartiste, elle n'est pas parfaite comme on vous l'a écrit dans le manuel, eh bien, c'est pas grave, parce que vous comprenez que c'est pas la figure qui compte. C'est pas une figure qui apparaît de nulle part, c'est une figure qui permet un petit peu, en quelque sorte, de voir par transparence ce qui se cache derrière les flux d'acheteurs et de vendeurs. Étudions maintenant plus en détail le sommet du dernier cycle du Bitcoin, celui de 2021. Ça, c'est vraiment un cas d'étude parfait. Il y avait de nombreux indices qui auraient pu nous mettre la puce à l'oreille. Alors regardons d'abord cette pseudo-épaule tête-épaule. Comme vous pouvez le voir, elle ne ressemble absolument à rien. Si on la prend ici, eh bien c'est bien trop tard déjà pour réagir, parce que le marché baissier était déjà en place depuis bien longtemps. Et en plus, la figure n'est pas proportionnée. Et puis si on la prend plutôt dans ce mouvement ici, eh bien une fois encore, elle ne correspond pas au standard, il n'y a aucune proportion qui est respectée, normalement les deux épaules sont à peu près pareilles, à peu près sur le même niveau, c'est mieux d'avoir une ligne horizontale qu'une ligne inclinée, bref, on voit bien qu'officiellement, on ne peut pas vraiment parler d'une épaule tête-épaule. Et pourtant, la compréhension des figures, comme je suis en train de vous l'expliquer, aurait pu vous être d'une grande aide sur ce cas en particulier. Au lieu de chercher une figure parfaite, la compréhension du flux entre acheteurs et vendeurs aurait suffi. On peut clairement voir ici un premier signe. Non seulement ce nouveau sommet a créé un point plus bas que le dernier, mais en plus il est également plus bas que le dernier sommet de la montée. C'est le principe même d'une épaule tête-épaule. Donc même si la figure n'est pas parfaitement équilibrée ou bien dessinée, la dynamique sous-jacente, elle est bien là. Les vendeurs prennent du terrain et la structure de marché nous l'indique. Combinée avec les données cycliques, cette structure semblait crier haut et fort à l'inversion des tendances. On peut également identifier un grand M, un double top, mais lui aussi il est mal dessiné. La seconde jambe n'est absolument pas équilibrée. Le M est même techniquement invalidé parce qu'il ne respecte pas du tout les normes. Mais là encore, les données cycliques combinées à la structure du marché racontent une toute autre histoire. On peut clairement observer les faiblesses du marché comme je viens de vous l'expliquer. Je les ai entourés en jaune. Les sommets sont plus bas que les précédents et aucun nouveau sommet n'a été atteint. Cela signifie que les vendeurs jugent le prix surévalué à des niveaux inférieurs aux anciens. On peut aussi repérer un triangle qui est majoritairement une figure de continuation. Donc on peut imaginer la continuation de la baisse, signifiant un combat d'acheteurs voué à l'échec finalement. Vous voyez, tout ce dont nous avons besoin est sous nos yeux.
Si en plus nous cumulons cela avec le niveau 0,618 de Fibonacci, des indicateurs comme le pi-cycle ou des outils encore plus simples comme le Fear and Greed Index ou même les données cycliques, tout était écrit sous nos yeux. Les figures chartistes ne sont pas des formes géométriques qui apparaissent par magie. Ce sont des motifs plus ou moins équilibrés qui se forment en fonction des affrontements entre acheteurs et vendeurs. C'est comme s'ils laissaient une trace derrière eux, nous permettant de voir où sont les batailles. La géométrie ne surgit pas par hasard, c'est le résultat d'un événement, l'empreinte d'une intention. Alors, il y a un dernier élément à prendre en considération dans ce type de pattern, c'est la force avec laquelle les lignes de support ou de résistance sont cassées. Pour valider clairement une figure, il est essentiel que la cassure soit soutenue par un fort volume d'acheteurs ou de vendeurs, selon le cas. On recherche donc une bougie franche, solide, avec un grand corps, et surtout sans hésitation. Ça signifie qu'il ne doit pas y avoir trop de mèches et que le corps de la bougie doit être significatif. Lorsqu'une résistance est cassée, on veut voir une grande bougie verte sans trop de mèches. Et lorsqu'un support est cassé, on cherche une grande bougie rouge, là aussi sans trop de mèches. Ces grandes bougies doivent dépasser largement la résistance ou le support. Elles ne doivent pas clôturer juste à la limite de la ligne. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait indiquer que la force nécessaire n'est pas forcément présente et que la cassure pourrait ne pas tenir. Comme vous pouvez le voir ici, la bougie rouge a eu la force nécessaire pour casser la ligne de coup, contrairement à cette bougie verte qui n'était pas assez puissante pour franchir la résistance. Donc, en conclusion, comme la bougie rouge était assez forte, elle a cassé tout ça et on est passé en tendance baissière. Et à l'inverse, comme cette bougie verte n'était pas assez forte, vous voyez, elle était beaucoup trop proche de la ligne de coup, elle ne l'a pas dépassée de beaucoup, donc ça nous montre qu'il n'y a pas une force assez forte justement pour inverser la tendance et repartir en tendance haussière. Donc quand on a un truc comme avec cette petite bougie verte ici qui ne montre pas assez de force, c'est-à-dire la bougie a un grand corps, elle est très bien, il n'y a pas trop de mèches, mais elle est trop proche de la ligne de coup, elle la dépasse à peine. Donc ça c'est pas bon, ça montre qu'il n'y a pas assez de force. Et donc on s'attend forcément, pas forcément, mais on s'attend, il y a plus de chances je dirais, qu'on parte à la baisse. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'une part pour me soutenir, et d'autre part pour que je puisse continuer à vous proposer de nouvelles vidéos éducatives sur le même modèle. Un petit like serait également le bienvenu. Et puis je peux aussi vous rappeler que dans mon groupe privé, je propose des ateliers 2 à 3 fois par mois sur des sujets précis, comme celui abordé dans cette vidéo. Nous passons en général une petite heure ensemble en webcam sur Zoom, et ensuite je réponds à toutes vos questions en direct sur le thème du jour. Donc il y a un échange très agréable entre nous, et je vous accompagne à chaque étape de votre apprentissage. Alors si vous hésitez et que vous souhaitez savoir comment se déroulent ces ateliers, vous pouvez me rejoindre sur YouTube avec la version mensuelle, c'est tout nouveau, je viens de le mettre en place. Et d'ailleurs, vous pouvez annuler cet abonnement à tout moment. Donc dans ce nouvel abonnement sur YouTube, je partage ici avec vous les replays des ateliers du groupe, entre autres contenus, afin que vous puissiez justement vous faire une idée de tout ce que je peux vous offrir en termes de support. Pour accéder au replay de ces ateliers sur ma chaîne YouTube, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez participer à ces ateliers en direct avec moi, je vous invite à rejoindre mon groupe privé via mon site internet. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!